Bonjour, je suis Mehdi de Death Podcast. Death Podcast, c'est un rassemblement d'émissions autour de ce que certains appellent parfois la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, manga, animation, etc. J'en passe. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire que nous avions enregistré les 9 et 10 mai une série de sujets autour de la question de penser, repenser le confinement et le déconfinement. Alors effectivement, même si nous en sommes sortis de ce confinement, aujourd'hui la question reste d'actualité. Et cette série de vidéos qui regroupaient autant des chercheurs du champ de l'université, sociologues, psychologues, sociologues, des éducateurs, également des artistes, des vidéastes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, à vous y intéresser, à me faire des retours, et puis j'espère aussi à être intéressé de rejoindre et suivre les émissions de Death Podcast auxquelles vous pourrez vous abonner, trouver aussi des sources par rapport aux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Merci, à bientôt. Rebonsoir pour ceux qui étaient là depuis 15 heures et bonsoir tout simplement pour ceux et celles qui nous rejoignent sur ce live un petit peu symbolique, un petit peu dédié à la question de penser, de repenser le confinement et la sortie du confinement. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément fait sur les vidéos précédentes, donc je vais le faire, ce sera fait, je vais me présenter. Donc je suis Mehdi et j'ai lancé effectivement dans le cadre de Death Podcast un petit regroupement de gens de tous horizons. L'idée était de penser dans des spécialisations, des connaissances différentes, de penser la question du confinement. Et aujourd'hui, ce soir, je suis entouré de trois personnes, trois nouvelles et nouveaux invités. J'ai Marion Haza avec moi. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors donc Marion, tu es psychologue clinicienne, tu es également enseignante à l'université de Poitiers si je ne m'abuse, Mhm. tu travailles en plus de ça, de ton travail de chercheur et d'enseignante et de praticienne, tu es engagée dans beaucoup d'associations adolescentes autour notamment de la culture numérique comme le SILA, Caméléon, Open ou IFSO. Je n'oublie rien. Exact. C'est D'accord. ça. Merci. J'ai Olivier Duris. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, donc tu es toi aussi psychologue clinicien, tu travailles, tu spécialises sur le domaine du numérique au sens large, des jeux vidéo et de la robotique en particulier, c'est depuis ces dernières années. Et puis tu es aussi, je pense on peut le dire, un habitué, on va dire, un bon client dans le sens noble des médias et des interventions médiatiques. Donc je crois que j'oublie rien non plus, peut-être que tu auras des éléments à rajouter. Non, ça va, c'est bien. Et enfin, donc Vincent Bernard, bonsoir. Bonsoir. Donc Vincent, tu es chargé de projet médiateur numérique pour tout ce qui concerne les médias de proximité. On peut te retrouver entre autres, parce que tu es sur pas mal de plateformes, bornibuzz.fr. Alors je vous rassure que comme pour toutes les interventions, vous aurez les liens, les manières de retrouver les intervenants et les intervenantes, que ce soit dans les ressources du chat ou dans la vidéo en replay. Tu es aussi donc connu sous le pseudo de Mednum Bibuzz, j'espère que j'écorche pas, et spécialisé en Non. éducation aux médias, à l'information, avec pas mal d'expérience de background en parentalité connectée. Je pense que j'ai fait le tour. C'est un oui, c'est un non. J'ai pas eu de retour son. Pour moi, c'est un non. C'est tout. C'est bon. Très bien. Eh ben écoutez, on va se lancer dans le vif du sujet, à savoir, initialement, c'est vrai qu'on était un petit peu partie, pas exclusivement, mais sur une intervention, on va dire, médiatique qui nous a mis une fois de plus la puce à l'oreille, hein, donc qui a été cette façon dont les médias généralistes en particulier, se sont emparés des pratiques numériques et en particulier vidéoludiques et du fait que l'OMS, dans cet article qui a, enfin en tout cas pas mal fait parler, que ce soit les chercheurs, les personnes éclairées comme vous ou
également sur les réseaux sociaux en général, un petit peu d'un ton moqueur pour les initiés ou d'un ton alarmiste ou à n'y rien comprendre pour les autres, que les pratiques numériques, jeux vidéo en tête, étaient plutôt des bonnes pratiques pendant en ces temps de confinement. Alors on est parti de ce constat au-delà de la plaisanterie ou du troll basique de se dire bah ils savent plus trop sur quoi se régler. Un jour effectivement c'est un petit peu une diabolisation à tous les étages et puis le jour d'après finalement c'est une bonne pratique et on est parti de ça pour évidemment étendre à l'ensemble des pratiques numériques et des discours qu'on a pu intercepter ça et là. Donc on a pensé effectivement une réflexion pour vous donner un plan un petit peu scolaire conjointement qui était un petit peu qui est celui de cette réflexion des différentes interventions ici, qui était de s'interroger des discours avant le confinement, donc du fait plutôt d'un discours assez généralement plutôt alarmiste, rarement rassurant, ou en tout cas faisant rarement la part des choses dans le côté positif comme négatif. Les discours pendant le confinement, ce qu'on vient de dire, hein, donc cette fameuse news de l'OMS, cette dépêche de l'OMS qui nous fait cette annonce, et puis enfin l'après-confinement, donc avec le déconfinement, bah, qu'est-ce qui va se jouer comme réflexion, comme décision? Est-ce qu'on va être dans une espèce presque de discours ou d'injonction un peu paradoxale de dire aux parents ou même aux joueurs et personnes utilisant, à savoir je pense une grosse partie de la population, des outils numériques, que maintenant bah, qu'on est déconfiné c'est plus très bien et qu'il faut lâcher ce doudou de l'instant. Voilà, j'ai un petit peu présenté de manière caricaturale. Est-ce que vous souhaitez de manière introductive peut-être avoir un propos par rapport à ce qui nous a soit rassemblé sur cette discussion ou simplement pour présenter un petit peu la réflexion globale de votre point de vue, de comment vous l'avez vécu, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel. Alors, on peut peut-être commencer par là. Ah, c'est toujours le moment délicat de la prise de parole. Bah, on va dire Marion, vu que j'avais commencé par t'introduire. Oui, je crois qu'il y a différents aspects effectivement qu'on va pouvoir appréhender là pendant ce temps qu'on a ensemble. Effectivement, la question là des jeux vidéo et de ce discours de l'OMS, notamment en partant de ce qui s'était passé il y a un an à peu près, en mai 2019, ce texte qui est paru, qui parlait de troubles du jeu, de gaming disorder. Donc, à l'issue de plusieurs mois de réflexion de l'OMS, puisqu'il y avait déjà eu l'année précédente un premier texte, mais non officiel, qui commençait à parler de cette question d'addiction liée aux jeux vidéo qui pourrait apparaître dans des textes médicaux et psychiatriques. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui, avant le confinement, faisait déjà grandement débat. Et cette question de savoir si le jeu vidéo, c'est bien ou non, qui est une question qui se pose peut-être de façon trop générale, c'est-à-dire en globalisant tous les jeux vidéo, toutes les façons de jouer, tous les joueurs. On voit bien que c'est une question qui peut être trop large et c'est peut-être pour ça que, sans parler là de la question du confinement et des changements de discours, que les médecins même entre eux, les psychiatres entre eux, les différents soignants et autres personnes qui utilisent le numérique et les joueurs eux-mêmes, discutent beaucoup, débattent beaucoup autour de cette question de l'utilité ou du côté, au contraire, très délétère et néfaste du jeu vidéo. Donc ça, je pense que c'est un point à garder en tête sur l'avant et le regard, bien souvent, enfin en tout cas au niveau médiatique, plutôt sombre autour du jeu vidéo. C'est un regard assez diabolisant. Oui, tout à fait. J'ai oublié de préciser, mais je pense que c'est connu de la plupart des gens qui nous écouteront, que l'OMS fait référence à l'Organisation mondiale de la santé. Et pour la classification dans les troubles psychopathologiques, on parle notamment de cette valse un peu va-et-vient dans le DSM, qui est le manuel de classification justement des 10 troubles psychopathologiques. Olivier, est-ce que tu souhaitais un petit peu nous exposer ton point de vue de manière introductive, on va dire ?
Bah, pour rebondir un peu sur ce que disait Marion, on peut dire que avant le confinement, il y avait une espèce de guéguerre qui existait quand même. Je parle au passé, je pense qu'elle Ouais. est toujours là, mais entre Mm. ceux qui parlaient du fait il y a une addiction aux jeux vidéo et ceux qui disaient alors attention, on va plutôt parler de jeux pathologiques, ce qui est différent et tout ça. Après, il y avait aussi des cas, des fois un peu, enfin, la problématique moi que je trouvais en tout cas, je vais parler vraiment de mon expérience clinique en Ouais. particulier, c'est que moi je me retrouvais très souvent avec des parents qui venaient avec le terme addiction, qui finalement était un terme qui avait été tellement banalisé qu'on en oubliait son côté diagnostic, son côté médical, et qu'en fait on trouvait des addictions à tout et n'importe quoi. Mm. Parce que encore pour le jeu vidéo, il y a un débat, ok, Mm. depuis que l'OMS a fait rentrer la question du trouble du jeu vidéo et tout ça. Moi, je fais partie de ceux qui disent je préfère utiliser le terme de jeu vidéo pathologique, de pratique excessive ou autre, parce que j'apprécie pas le terme addiction pour plein de raisons, peut-être qu'on en parlera. Ouais. Mais en tout cas, on sait que pour les réseaux sociaux, pour les écrans en général, pour ces choses-là, le débat, il y est même pas. Et pourtant, moi, je recevais énormément de parents qui venaient me voir en me disant mon gamin est addict aux réseaux sociaux, mon gamin est addict à ça, ou alors je suis moi-même À son addict. téléphone. Voilà, au téléphone en général. Et du coup, il y avait beaucoup de travail à faire aussi sur le simple fait que ce terme addiction était en fait devenu un terme qui était passé dans le langage courant en fait, Oui. comme beaucoup de mots du monde médical Ouais. ou psy aussi, Mm. où on voit très vite que ils peuvent perdre très vite le sens qui pourtant est très important. Oui. Donc, et je trouvais que c'était aussi un peu laissé de côté plein de sujets là-dessus. Enfin, j'ai fait pas mal de, enfin j'ai pas mal râlé moi au moment où la 1000DK a sorti son livret jeux vidéo, alcool, tabac Tout sacro. sur la question des addictions et tout. En plus bon c'était une instance ministérielle donc c'est quand même Ouais. problématique quoi. Donc il y avait beaucoup de débats là-dessus et en fait on remarquait que beaucoup de médias s'emparaient de cette question et ce qui était marrant c'était de voir que en fonction du média enfin en fonction de la ligne éditoriale on va dire les discours étaient pas les mêmes. Je sais pas si on peut citer. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Aucun bah du problème. coup quand tu lisais Le Point, t'avais pas du tout les mêmes avis que quand tu lisais le Huffington par exemple. Mm. Quand tu écoutais BFM, t'avais pas du tout le même avis que quand t'écoutais certains youtubeurs ou des choses comme ça, Mm. et qui pourtant étaient pas forcément moins valables. Hein, c'est ça qui est important Oui. aussi à prendre en compte. Et du coup après, bah t'avais beaucoup la question des parents et aussi de certains qui pouvaient avoir un discours assez influent sur les institutions et les parents et qui me posait beaucoup de problèmes, notamment sur la question des dangers des écrans avec un grand Z et tout ça. Donc ça, on pourra parler aussi. Je sais pas si aujourd'hui on va être fixé sur le jeu vidéo ou si on va parler des écrans en général, parce qu'en fait finalement il y a plein de choses à dire sur les deux quoi. Oui, ce sera le cas, hein, vraiment. L'idée, c'est pour ça qu'on était sur les pratiques numériques, parce que ça va nécessairement induire de faire des va-et-vient sur le rapport aux écrans, bien entendu. Vincent, pour ta part, Oh, bah, je partage le constat. ouais. Les parents, la première question posée, ou la première remarque qu'ils vont te donner, c'est mon enfant est accro aux écrans. Ouais. Déjà, Sans voilà, appel. c'est le terme générique. Alors après, moi, j'ai tout le travail d'aller rentrer ce que c'est cet écran, Mhm. du jeu vidéo, du réseau social, qu'il y a des utilisations. Il y a tout un travail de déconstruction à faire. Et c'est vrai, alors, les enseignants, Ah, on a une petite c'est coupe. aussi. On a une petite coupe au niveau du son, excuse-moi. J'en profite aussi pour dire qu'il y avait un petit peu de souffle de ton côté. Je sais pas si c'est lié à ta fenêtre ou au souffle du micro. Mais je me permets, ça évitera de couper dans le flux de la discussion. Ce serait dommage de te couper un peu plus tard dans ton élan. Mais donc tu disais dans le rapport aux parents qui venaient vers toi sur Aux le rapport aux parents et écrans. surtout et aux professionnels, c'est beaucoup d'enseignants qui demandent d'intervenir dans. Et bon, après aussi, tout le temps que je travaille sur un quartier, Mhm. il y a quand même une maman qui sait que un enfant de maternelle, le jour de la rencontre pour parler de l'enfant, disait ah bah c'est bien, votre enfant est pas beaucoup devant les écrans, ça se voit, il a de bons résultats. Mhm. Et de même, la maman d'après, c'était ah bah vous, ça se voit qu'il est beaucoup devant, Oui. c'est léger. Ça devient un maître Et donc, étalon aussi niveau éducatif ouais, ou autre quoi. et que du coup, ça va être quitter le développement de l'enfant et les troubles de l'enfant, ça se fait pas au doigt mouillé. Et ça va être ce critère exclusif est problématique.
Ouais. Alors, je précise quand même du coup que, parce que c'est important aussi pour les gens qui écoutent, que on n'est pas non plus pro écran, et ça c'est important aussi à Merci pour expliquer. la Enfin, je sais pas précision. pour toi, Oui. Marion, mais moi je Ouais. remarque que quand je reçois par exemple des enfants jeunes, je vais poser quand même la question de la consommation d'écran, Mm. parce que c'est quand même un critère important. Et c'est important aussi enfin, je pense que tous les trois, tous les quatre, on va quand même avoir un discours assez positif parce que justement, on va parler beaucoup des discours négatifs qu'il y a autour, Mm. mais c'est pas pour autant qu'on est Ça qu'on n'exclut a pas. des œillères et que on ne dit pas qu'il y a des problématiques liées à une Ouais. surconsommation d'écran ou des choses comme ça. Oui, 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 tout c'est la à fait. question de l'usage Mm. plus que de l'objet, au C'est final. ça, Enfin, exactement. on a un outil et on a un usage et on peut penser qu'on a un outil qui n'est pas que négatif. Enfin, effectivement, notre discours, il peut aller dans ce sens-là, de voir les côtés créatifs et intéressants de ces outils-là. Mais par contre, quand on a des mésusages ou des usages compliqués ou non adaptés, enfin, selon l'âge de l'enfant, par exemple, ou le contexte, ou ce qui est regardé, on voit bien qu'on peut se retrouver dans des situations à conseiller, à réfléchir avec les parents sur quelle place justement peut prendre soit ce jeu vidéo, soit ce réseau pour un ado, ces vidéos, etc. Enfin, donc on va vraiment interroger quels sont les usages et comment ces usages se mettent en place aussi dans la structure et la complexité familiale. C'est-à-dire qu'on voit bien que la façon d'utiliser ces différents outils, quels qu'ils soient, enfin, c'est aussi lié aux règles et aux possibilités d'utilisation d'autres objets et d'autres activités au sein de la famille. Mm. C'est-à-dire que quand quelque chose, quand on voit souvent, puisque Vincent, tu évoquais les tout petits, quand on voit dans des familles des parents qui viennent avec des enfants qui sont extrêmement consommateurs de tablettes, par exemple, ou jeux vidéo en étant vraiment tout petits, c'est important de se questionner sur pourquoi justement ils sont autant. Un enfant de 2 ans qui passe effectivement 6 heures devant une tablette, moi je suis la première à dire que ça vient questionner par rapport à ce qui se joue dans cette famille. Mais le problème, c'est pas la tablette. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'effectivement on en arrive là. Donc on voit bien que c'est important de dissocier vraiment l'outil et l'usage. Tu voulais rebondir peut-être 6 heures devant un mur blanc, ouais, ça serait pas forcément mieux, quoi. Ça. Tu voulais rebondir peut-être Vincent sur la pratique des... Parce on va pas se concentrer exclusivement sur les adolescents ou même les adultes, hein, on parlera aussi des plus jeunes, mais est-ce que dans ce à quoi tu es confronté par rapport à ce que dit Marion, c'est d'autres types de témoignages que tu peux avoir toi dans ton travail, je dirais, avec les parents? Non, bah alors disons que c'est vrai que moi, mes interventions s'arrêtent assez. Ah, on a de nouveau des petites coupes, Vincent. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Ouais, malheureusement. Du coup, j'ai pas les capacités d'investir comme un psychologue. Ouais. Mais c'est vrai que les parents qui viennent me parler de ces questions d'écran, il y a toute une dynamique familiale qui a été Ah, espèce de pelote. Encore ouais, je vais me permettre de t'interrompre, oui, parce qu'il y a pas mal de petites sautes. Je sais pas à quoi c'est dû de ton côté. Ouais. Bah écoute, le micro va bien. Ouais. Est-ce que je te laisse vérifier tranquillement de ton côté. Peut-être refaire un dernier test à voir, ou sinon souci du direct. Est-ce que c'est revenu? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de coupure. C'était plus des soucis de coupure et si tu as l'opportunité de monter peut-être ton son également. Je sais pas si c'est le cas. Parce que par rapport à tout à l'heure, il est un peu bas. Bah, je vais le temps que tu fasses tout ça, n'hésite pas à nous interrompre quand c'est réglé. D'accord. Ah,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a la question de l'objet. On peut peut-être donner un exemple concret. Ceux qui s'intéressent à la question depuis quelques temps peut-être sont habitués, mais ne serait-ce que si on suit les médias et si on se cale pas uniquement stricto sensu à la France, on a eu des exemples comme il y a quelques années. Moi, j'ai souvenir d'un scandale tout à l'américaine entre guillemets dans la façon de monter, mettre le feu aux poudres comment dire, une PlayStation portable qui avait été, je crois, ramenée dans un Walmart, hein, qui sont ces grandes enseignes états-uniennes, parce que il contenait apparemment du contenu pornographique. Et je pense à ça parce que Marion, tu parlais de quels sont les usages des objets. Qu'est-ce qu'on peut y faire aussi, hein, évidemment, on y arrivera, je pense probablement à un moment ou à un autre, quand on sait que beaucoup d'objets maintenant numériques, même des jeux, ont des dimensions totalement, sont des packages, hein, de dimensions totalement intégrées, de messagerie, d'accès à certains sites, etc. Qu'est-ce qu'on fait et comment on compose avec ces objets-là et pour rebondir sur le fameux terme d'addiction, peut-être pour relancer Olivier là-dessus, moi je souscris beaucoup à l'idée de ne pas user du terme d'addiction. Ne pas user ne veut pas dire bannir, mais dans quelle écoute aussi est-ce qu'on se pose une fois qu'on reçoit le terme d'addiction, qu'est-ce que le spectre du terme addiction vient revêtir pour les gens. Et très souvent, en l'occurrence, il n'y a pas que les parents, mais principalement quand on est dans l'enjeu de l'accueil d'une parole de parents, qu'est-ce que vous mettez sous le giron effectivement de l'addiction? Je ne sais pas si tu es confronté à ce genre de dynamique-là, Olivier, en général. Bah moi j'attends de voir si Marion est d'accord avec moi, mais en tout cas j'en ai parlé avec pas mal de mes collègues et ce que je remarque c'est que à chaque fois, parce que moi c'est vrai que c'est une grande majorité de mes patients qui viennent pour ces questions-là, et en fait à chaque fois au bout d'une ou deux séances, on dérive sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Donc moi j'aime beaucoup dire que ce rapport-là à l'écran, généralement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et à partir du moment où on est vraiment dans une bonne relation thérapeutique avec le jeune ou avec l'adulte, bah, très vite on va aller un peu ailleurs pour voir justement ce qui est caché derrière ça. Et même moi généralement, même si je suis pas pour l'usage du terme addiction, y a un truc qui m'intéresse quand même là-dedans, c'est que je me rends compte que grâce en tout cas à cette inquiétude que certains parents ont pour la consommation d'écran de leurs ados, et ben ça me fait quand même recevoir des ados qui, je pense, ont quand même pas mal de soucis et qui ont bien besoin d'un psy et qui seraient peut-être pas venus s'il n'y avait pas eu cette espèce d'appel à travers l'usage des écrans. Et c'est le truc qui me fait un peu positiver quand même à chaque fois, c'est que je me dis bon bah au moins c'est pas mal. Là maintenant on a très bien vu, les parents ils ont compris qu'on travaille sur autre chose. Les parents ils sont contents parce que dès qu'on a commencé vraiment à travailler sur le cœur du problème, la consommation du jeune va aussi être changée parce que son rapport à la famille et aux amis va être un peu différent aussi. Et en fait, moi vraiment dans les patients que j'ai, j'en ai vraiment un petit pourcentage qui sont des joueurs pathologiques. La majeure partie du temps, c'est des jeunes qui ont des problématiques adolescentes et les parents viennent avec une question en lien avec les écrans alors qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être. Une fois, moi, le cas le plus marrant que j'ai eu, c'était un jeune qui était, je sais plus, il avait 13-14 ans et les parents viennent me voir en me disant il est addict aux jeux vidéo. Et donc je pose une question toute bête pour commencer, premier entretien, combien de temps par jour il joue? Et il jouait une demi-heure par jour. Et ce qui est quand même marrant parce que là je leur ai dit en rigolant, bon il y a des ados qui passent plus de temps aux toilettes à ce moment-là quoi, donc c'est pas forcément si inquiétant, mais au moins ce jeune avait quand même des problématiques assez importantes derrière et en fait on a pu profiter du fait qu'il était venu voir un psy pour s'ouvrir à d'autres choses quoi. Donc c'était pas si mal non plus quoi. Oui, si je peux renchérir là par rapport à ce que à ce qui vient d'être dit, c'est, je pense que la crispation peut-être autour du terme addiction, c'est vraiment de se dire si on utilise le terme addiction, forcément, ça veut dire que le jeu vidéo, on ne peut plus l'utiliser. Quand on parle d'un produit qui est vraiment néfaste, comme certaines drogues, on sait bien que on va pas dire oui, on peut en consommer un petit peu, c'est pas grave. Par contre, à partir d'un certain nombre ou d'une certaine quantité, d'un certain rythme, là, ça serait vraiment très grave, je pense, par rapport à certains produits toxiques. Voilà. On voit bien ici qu'à partir du moment où on se dit et où on peut travailler avec les parents que ce terme d'addiction, c'est pas forcément le bon terme, mais qu'on peut réfléchir à l'utilisation qu'on a leur enfant, on peut arriver, et c'est ce que vient de dire Olivier,
on peut arriver à leur montrer que finalement, il ne faut pas éliminer cet objet ou cet usage. Alors que quand on est avec un ado, je sais pas, qui consomme de la MDMA, on ne va pas dire oui, vous inquiétez pas, s'il en consomme juste un demi tous les jours, c'est pas grave. Voilà. Donc, on voit bien cette question-là, de ce terme addiction, qui permet, à partir du moment où on le décrypte un peu, où on essaie de comprendre ce que ça vient dire dans la bouche des parents et des médias, au sens plus large, comment on peut arriver finalement à dire que cette activité ludique du jeu vidéo, elle peut avoir une place chez quelqu'un sans être problématique, comme tout un tas d'autres activités. Donc c'est ça vraiment qui est important pour moi à travailler avec les parents, avec des familles et avec des professionnels aussi, parce qu'on voit bien que c'est pas que les parents ce ne sont pas que les parents qui sont concernés. Et je crois que si la fédération addiction a accepté justement ce terme-là, addiction aux jeux vidéo, et notamment avec l'ouverture là, des lieux de consommation pour les jeunes consommateurs, c'est aussi justement parce que ça permet de travailler sur les comorbidités. Et c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, Olivier, c'est-à-dire que ça permet effectivement, parce que des parents sont inquiets pour leurs enfants en disant le problème c'est le jeu vidéo, ça permet d'amener des jeunes qui, pour certains, ont besoin, et donc c'est une porte d'entrée comme d'autres questionnements, d'autres problématiques sont aussi des portes d'entrée. Et on sait bien que parfois le problème n'est pas là. C'est vrai que ce qu'on remarque en tout cas, c'est que moi ce qui me rassure, c'est que généralement dans le débat addiction ou pas addiction, on remarque quand même que généralement les professionnels vont quand même traiter le patient de la même manière. Vont avoir le même angle d'approche et tout ça. C'est un débat qui est purement étymologique, épistémologique et politique, je dirais quand même. Et en fait, le problème, il vient plus du côté des médias qui, eux, vont s'en servir dans une optique de partager des idées, mais généralement qui sont même pas appuyées d'un point de vue scientifique. Et c'est ça, moi j'aime bien débattre avec les partisans de l'addiction à partir du moment où c'est des professionnels qui ont de la clinique, qui s'y connaissent et qui ont leur avis. Alors là, c'est super intéressant. Par contre, quand t'entends un journaliste qui n'y connaît que dalle, qui te raconte clairement il y a de l'addiction, point barre, et qui est pas capable de le justifier, ou quand t'as Mounir Majoubi qui te dit au moment où il est secrétariat d'État au numérique, il y a une addiction aux réseaux sociaux, je le sais, moi-même je le suis, bah là, moi ça me pose problème en fait. Et ça, c'est un autre truc. Ouais. Alors, excusez-moi, il y a un gros souffle sur le micro de l'un d'entre vous, je sais pas d'où ça vient. Parce que je pense que d'un point de vue technique, sera un peu compliqué. Alors ça va être compliqué de revérifier en live. Bon, écoutez, on verra. Est-ce que je peux vous laisser du coup, Marion et Olivier, couper vos micros pour vérifier, pour savoir si juste un tout petit instant pour savoir si ça vient peut-être du vôtre. J'allais te donner la parole, Vincent, pour te demander comment toi tu avais vu évoluer, parce que tu fais un travail très conséquent, hein, qu'on vous invite vraiment à aller consulter, hein, vous aurez les ressources si vous regardez cette vidéo en replay, de veille. Et dans ce travail de veille, évidemment, tu es confronté à à comparer et à croiser les différentes informations telles qu'elles arrivent médiatiquement, la résurgence effectivement des hashtags et ainsi de suite. Comment tu as vu progressivement, là on est toujours dans l'avant un confinement sur ces discours de l'addiction aux pratiques numériques et entre autres aux jeux vidéo, évoluer ça au fur et à mesure de ta carrière de médiateur numérique? Là, je me suis amusé à plutôt un travail pour le confinement, de remonter sur 2 années à partir de début 2018 pour voir un peu ces questions étaient traitées dans les médias. Pour ça, j'ai suivi 5 médias. J'ai suivi le HuffPost, Libération, Le Monde, Le Point et Le Figaro. Ok. Donc c'est prêt, effectivement, pour rebondir, je disais Olivier tout à l'heure, il y a des traitements différents. Ici, le HuffPost est le plus ouvert des 5. On a Le Monde et Libération qui sont assez neutres, et par contre, Le Point et Le Figaro qui sont complètement sur la question du trouble du jeu vidéo. En fait, le traitement, il n'était pas si dégueulasse que ça, j'aurais envie de dire. J'ai retrouvé que 24% des articles avec des métaphores douteuses dans le titre, genre cocaïne,
le jeu vidéo, de drogue. Par contre, sur le développement de l'enfant, un peu plus caricatural, on va dire, vu que les 2 tiers des articles véhiculent l'image de troubles du développement. Ah oui, ça va Avec jusque. avec le côté que ce serait surtout massif et généralisé. Hmm. Et Ça- moi, c'est surtout le massif et généralisé Oui, oui, ça. Après, ce qui va être problématique là-dedans, c'est que le fait qu'on a des médecins qui carrément ont fait des appels complètement fous en disant que les écrans ça rendait autiste ou des trucs comme ça. Et les journalistes, voilà, donc et maintenant ils le disent plus, hein, mais ils l'ont dit suffisamment longtemps pour Étonnant. que les gens commencent à y croire. Et en fait, il y a des journalistes qui se sont dit, bah c'est bon, ça vient de la bouche de médecin, je vais pas chercher à vérifier si c'est vrai. Et ça, c'était problématique aussi. Mm, mm. Je vais. sur le, Ouais, sur ce côté-là. sur ce côté-là, tu disais, Vincent? Bah, je disais que le mois de janvier-février était super intéressant à observer. Qu'on a eu d'un côté Santé publique France qui a relayé un article issu d'une thèse en médecine qui disait que l'exposition aux écrans développait des troubles du langage. Et cette étude a été beaucoup plus reprise que la grosse revue de la littérature effectuée Scientifique. par le Haut Conseil en santé publique, qui pour le coup avait en tout cas qui étudie un spectre plus large, ils allaient de la sédentarité, voilà, toutes les problématiques autour de ça. Et c'était un travail collégial de validation par les pairs, et qu'il y avait une critique scientifique beaucoup plus importante. Et de mes observations, cette étude-là était moins relayée que l'autre, qui présentait des faiblesses. D'accord. Alors, je vais me permettre d'enchaîner. Alors, je suis vraiment navré, hein, mais niveau technique, si tu as l'opportunité d'éventuellement changer de micro ou de passer sur un téléphone ou quelque chose comme ça, de toute façon, on te garde en ligne, donc il n'y aura pas de souci. Petit écho. Je sais pas à quoi c'est dû. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, je pense que c'est revenu. Donc, oui, voilà, on était un peu sur un élément avant même le confinement où c'est un peu gros dit comme ça, mais on marchait un peu sur la tête à se retrouver, comme disait Vincent, avec sa veille de se dire, tiens, on a plus de relais d'articles infondés de médias généralistes que finalement que des écrits scientifiques posés. Alors, moi, j'aimerais vraiment rebondir aussi sur ce qu'installait tout à l'heure en préambule Marion, dans le sens où les discours, ça fait écho à ce que disait Vincent, les discours de santé publique aussi, c'est très problématique, hein, l'analogie que prenait Marion de manière un peu caricaturale avec effectivement la consommation de drogue, ou même Olivier qui parlait de ce fameux flyer, donc alcool, tabac, drogue, jeux vidéo, tout sacro, sachant que je crois que sur le flyer, c'était jeux vidéo qui était en tête de file, ouais, Olivier confirme. Là, ça biaise complètement effectivement le rapport à la pratique et puis même à l'accompagnement simplement possible. Donc déjà, si on plante le décor, on se dit qu'on part sur des bases qui sont pas terribles du tout. Alors arrive finalement ensuite pour aller, je vais un petit peu vite, mais n'hésitez pas à revenir chronologiquement. Arrive ensuite donc le confinement, ce qui s'est quand même massivement été massivement mis en avant, c'était la dimension, je pense peut-être les deux mots clés, c'était la dimension d'occupation et d'apaisement qu'on a retrouvé dans le discours de la pratique du jeu vidéo. C'était que d'un côté c'était, pour le dire un peu de façon caricaturale, un peu la bonne planque, dans le sens où ça permettait de canaliser les enfants parce qu'ils étaient tout le temps à la maison et que les cours à distance n'étaient pas forcément mis en place ou quoi ou qu'est-ce, hein. Là je parle des enfants, mais on peut aussi élargir aux adolescents, etc. Et puis aussi que certains y trouvaient, grande surprise pour certains parents ou spécialistes, une manière d'exprimer quelque chose, des angoisses peut-être potentielles qui étaient relatives au confinement. Donc j'imagine que parmi vous deux, Marion et Olivier, il y a eu probablement une poursuite de vos suivis thérapeutiques. Est-ce qu'il y a des éléments qui
corrobore un petit peu ça, des personnes que vous suivez qui jouent par exemple aux jeux vidéo, qui ont pu un petit peu aller dans ce sens-là, ou à l'inverse peut-être? Bah, moi, il me semble effectivement que le jeu vidéo a fait un bond dans les familles, mais peut-être ce qui est intéressant justement, c'est de voir que peut-être parce que justement les familles étaient cantonnées à domicile en étant obligées de partager cet espace commun 24 heures sur 24 et pendant voilà 50 et quelques jours. Enfin, il y a peut-être une nouvelle approche du jeu vidéo avec cette possibilité de partager. Désolée, c'est l'orage. D'accord. Possibilité de partager le jeu vidéo en famille. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est différent de l'avant, c'est-à-dire un jeu vidéo qui était plutôt utilisé, en tout cas dans certaines familles, plutôt en solo par l'enfant ou l'adolescent, et qui là a pu devenir un objet un peu plus partageable entre soit les parents et l'enfant, soit un des parents et l'enfant, et qui permet donc de partager quelque chose en commun, une activité, mais aussi construire des souvenirs finalement de toute cette traversée du confinement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui a été quand même relayé. On parlait de l'OMS tout à l'heure avec cet appel, oui, ce texte-là début mars, qui proposait même ce hashtag sur les réseaux sociaux, Play Part Together, c'est-à-dire jouer chacun chez soi, mais tous ensemble, pour, au-delà du côté occupationnel et libérateur d'angoisse dont tu parlais tout à l'heure, pouvoir aussi permettre ce côté social éliminé par cette distanciation qui est appelée sociale. Alors avec d'autres collègues cliniciens, on parle pas mal de ça, c'est-à-dire la distanciation, elle n'est pas sociale, elle est physique. Oui. C'est ça qui est demandé, mais c'est pas social. Et on voit bien justement que le numérique a permis pendant toute la durée du confinement, et permet là encore aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est grâce au numérique aussi, oui. D'avoir ce caractère social. Et je pense que c'est ça qui est peut-être nouveau dans le regard de certaines personnes, c'est-à-dire se rendre compte que ce soit le jeu vidéo ou les réseaux sociaux, enfin on n'a pas trop parlé tout à l'heure, mais ces outils qui pouvaient être perçus comme étant, oui c'est les enfants ou les ados, ils utilisent ça, c'est nul, ça sert à rien. Ah ben finalement, on se rend compte que ça sert, on est en lien, et quand on est tout seul dans son appartement, finalement, un apéro Skype, c'est quand même sympa pour discuter avec quelques personnes. Donc, on voit des transformations dans les représentations, je pense, par rapport à ces usages du numérique. Olivier, tu souhaitais intervenir peut-être ? Ouais, désolé, c'est que j'ai perdu ma souris. Ouais, je me rends compte aussi, moi, enfin, c'est un truc que je disais en rigolant la dernière fois, mais y a un journaliste qui m'avait interviewé sur la question des écrans et qui m'a dit à un moment oui, on doit vous poser beaucoup de questions sur la présence des écrans pendant le confinement. Et moi je lui ai dit bah en fait en vrai ouais, les journalistes ils en posent beaucoup, mais alors moi mes patients c'est pas du tout ce qui m'apporte en premier en fait dans leurs séances que je fais encore à distance quoi. Ils ont réussi, les gens, à s'emparer comme le dit Marion, des outils numériques pour pouvoir aussi pallier justement à la fois au manque de contact du fait du confinement, mais aussi pour s'évader un petit peu parce que c'est pas facile d'être confiné avec les mêmes personnes pendant 60 jours. Donc pour les ados, rester avec les parents, mais pour les parents, rester avec les enfants, c'est pas facile non plus. Donc ça permet un petit peu aussi de s'évader et tout ça. Et en fait, moi j'ai remarqué que il n'y a pas tant de parents que ça qui m'ont parlé de cette question des écrans pendant le confinement. C'est plus quelque chose qui a intéressé ceux qui étaient à côté. Donc les journalistes qui cherchaient à commenter, les psys qui cherchaient à réfléchir un petit peu comment ça venait ou autre, mais moins en direct, en tout cas parmi mes propres patients. Et c'est intéressant parce que moi ça me fait vachement réfléchir aussi au fait de on a réussi à comprendre aussi que c'était aussi un outil qui nous permettait peut-être de moins mal vivre le confinement finalement. Et du coup, j'ai trouvé que les familles arrivaient quand même plus facilement à s'organiser
sur justement un temps d'écran partagé, sur des choses comme ça. Donc après, il y a des conseils sympas qui étaient à faire, Oui. Notamment jouer ensemble, regarder des films ensemble, faites des choses ensemble. Remarquez aussi qu'avec un écran, on peut faire plein de choses différentes et que regarder une vidéo pour apprendre à faire un cake à la banane, c'est pas la même chose que jouer à un jeu vidéo, c'est pas la même chose que être sur Skype par exemple avec les grands-parents, n'importe. Et ça, c'était intéressant de se rendre compte que les gens eux-mêmes arrivaient aussi à faire cette distinction-là sans qu'on ait tant que ça en fait à leur dire en fait finalement. Qu'il y avait un alignement, on va dire presque de la valeur des écrans, c'est-à-dire que les activités étaient dans le fantasme toutes les mêmes, que ce soit comme tu disais très bien, faire une recette de cake à la banane ou de jouer à un jeu vidéo, alors qu'on sait que émotionnellement, que ce soit sur des recherches psychologiques ou neuropsychologiques, les dimensions, ne serait-ce que émotionnelles, sont pas les mêmes en termes d'activation, ne serait-ce que sur un truc très 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 bas du front. Alors je pensais aussi, Marion, et ça me permettra de redonner la parole à Vincent. Marion, tu parlais de dimension, comment s'organiser les choses. Moi j'entendais aussi la dimension et le fait qu'on utilisait nous-mêmes une plateforme telle que Discord pour se retrouver ce soir et pour échanger. Alors je rebondis sur Discord volontairement parce que je sais que Vincent, tu t'es pas mal concentré sur l'objet qu'est Discord, entre autres, hein, dans tous les outils dans ta veille, et tu parlais beaucoup, on en parlait sur une discussion avant justement sur l'état de l'industrie du jeu vidéo, décidément, sur le fait que les injonctions au travail, hein, les classiques, c'est-à-dire que on a fini sa journée de travail, mais on a la petite notification sur Discord qui nous dit ce serait bien que tu regardes ceci, cela en heure sup. Et toi, tu expliquais aussi que ça permettait aussi de hiérarchiser et de construire ensemble une plateforme comme Discord, les rapports. Tu donnes des exemples, je crois, de MJC, des exemples d'éducateurs qui suivent des jeunes à ce niveau-là. Oui, alors du coup, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai pas mal de monde, c'est que beaucoup de jeunes ont été à l'initiative de création du Discord pour la structure afin de garder les liens, et que il y a tout un travail coopératif qui s'est mis en place. Mine de rien, avec Discord, on revient un peu au classique, mais entre le forum et la messagerie instantanée, et du coup aussi des règles d'usage à construire ensemble. Du coup, on n'est plus vraiment dans un outil de communication comme peuvent être un Snapchat ou Instagram, etc., où on tendance à se mettre en image soi-même. En scène, là, ouais. On est dans quelque chose qui est dans la co-construction d'un espace commun. Et aussi, alors, ce qui est intéressant d'un point de vue éducatif, c'est quelles règles on se donne pour interagir dans cette maison qu'on construit ensemble. Oui. Oui, c'est amusant que tu utilises cette métaphore de la maison, parce que c'est vrai que, ne serait-ce que d'un point de vue ergonomique, on peut avoir peut-être des représentations qu'on a nous-mêmes dans des jeux d'enfants en tant que praticien, de voir dans les répartitions justement de maisons d'enfants où se joue X ou Y en jeu. Je me permets juste, avant de continuer, de nouveau, tu ne vas pas m'aimer, Vincent, mais on me fait signe dans le chat. Non, au niveau du son, il n'y a plus de coupe, mais c'est au niveau du volume. Hein. Si tu as l'occasion de pouvoir monter le volume de ton micro, on serait vraiment parfait. Parce qu'il n'y a plus de coupe, par contre, on avance là-dessus. Marion ou Olivier, vous vouliez peut-être rebondir sur l'exemple de Discord ou des organisations, des hiérarchisations familiales ou éducatives? Juste pour la petite anecdote rigolote, mais Discord, qui est quand même une plateforme de gamers, hein, on va dire. Oui, à la base, tout à fait. Qui ensuite a été une plateforme aussi qui est pas mal politisée aussi, ça c'est autre chose. Mais c'est assez marrant de voir quelle importance elle a pu prendre aujourd'hui. Pour la petite histoire personnelle, je bosse dans un hôpital de jour pour enfants parisien, et à l'arrivée du confinement, on a essayé de chercher un peu comment faire pour garder le travail distanciel, et j'ai mis en place plein de serveurs Discord pour notre hôpital de jour, un serveur par unité, un serveur général et tout ça, et on se retrouve avec une quarantaine de professionnels
une trentaine de professionnels qui utilisent du coup maintenant cette plateforme justement pour pouvoir échanger et continuer le travail en distanciel. Et c'est marrant en fait de voir ça parce que c'est vrai que moi je me servais de Discord que pour jouer aux jeux vidéo Ouais. et je bosse beaucoup dessus. C'est même l'application que j'utilise le plus moi depuis le début du confinement parce qu'elle a un côté pratique et du coup pour moi à voir hein, ce que ça va donner, mais ça va peut-être moins être l'application des gamers depuis le confinement parce que les gens commencent aussi à prendre goût au distanciel et c'est pratique. Et ceux qui sont toujours angoissés de l'épidémie, parce que fin du confinement dit pas fin de l'épidémie, vont peut-être vouloir encore continuer à faire des réunions en distanciel plus qu'en présentiel à 30 dans une pièce de 40 mètres carrés, quoi. Marion ? Oui, on peut aussi, justement, enfin, le fait que Discord, donc plateforme gamer avant le confinement, enfin, surtout gamer, soit finalement utilisé aussi pour faire les cours, puisque beaucoup d'enseignants avec des difficultés pour pouvoir se connecter sur les plateformes dédiées de l'enseignement national sont repartis, sont allés, ont découvert pour certains Discord, et donc utilisent pour l'enseignement, c'est-à-dire pour des cours qui peuvent être donnés toute la journée, cette plateforme-là Discord. Et donc au niveau de la représentation que peuvent en avoir les enseignants et les parents, le fait de se dire jusque-là, quand je voyais mon fils qui était sur Discord toute la journée, je trouvais que c'était mal parce qu'il fait que jouer, alors que là, il est en train de faire ses cours de maths, de sciences et de français. Enfin, on voit bien que ça change aussi de regard sur les possibilités de cette plateforme. Et le fait de se dire que finalement, on peut aussi être en lien, discuter, et pas être uniquement en train de jouer ou tirer sur des zombies, comme on peut le voir dans les représentations, quoi. Ouais, c'est toujours l'éternel problème de comment arrive par le biais de l'expérience, là en l'occurrence relativement contrainte, de quelque chose qui va venir faire sens dans le réel, dans la réalité, et avoir tout un ensemble d'usages. Alors, dans le parallèle que je fais avec ce que vient de dire juste avant Olivier, ce qui est vraiment intéressant, Olivier parlait de réappropriation, toi là tu parles effectivement du sens que ça peut faire, c'est que il y a eu une forme quand même d'égalité, d'équité ou d'égalité, je ne sais pas trop comment l'appeler, dans le sens où on est un peu tous partis du même endroit. Car Olivier lui-même disait être surpris avec une plateforme qu'il avait pour usage plutôt de jeux vidéo à l'utiliser pour des questions d'organisation globale. Des parents, comme tu nous disais Marion, qui étaient surpris de voir qu'il y avait une application autre que ludique ou abrutissante, hein, je grossis un peu le trait. Voilà, est-ce que ça aussi, par exemple, Vincent, c'est des choses dans tes observations de veille que tu as pu remarquer dans l'évolution progressive Alors déjà, est-ce que le micro, ça va là? Oui, là ça va. Là, ok, bon. Ouais. Alors effectivement, là, moi, j'ai pu observer la coupure était très nette, hein, c'était finalement la trêve des confiseurs, où tout d'un coup, le discours médiatique a totalement changé. Momentanément, l'écran, c'était ce qui nous permettait de nous sauver, c'était la fenêtre sur l'extérieur, c'était... c'était le lien entre nous. Il y a eu un changement de représentation. Là-dessus est arrivé Animal Crossing qui a remis encore un coup dans la tendance avec le côté bac à sable qui est ressorti automatiquement. Le jeu de convivialité, voilà. Finalement un peu les mêmes attributs que le Discord en fait, sur le côté partage et communautaire. En fait, comme si on avait revêtu un petit moment de retour de la culture numérique comme on l'a connu quelques années, en tout cas l'utopie qu'elle avait pu être. Et voilà, ça a cheminé comme ça un bon petit temps, jusqu'à ce que les bouts se remettent à crier. Alors là, pardon, excuse-moi. Là, tu as un peu lâché le jeu laboratoire du moment, hein, à savoir Animal Crossing. En l'occurrence, donc pour un petit peu le resituer, donc c'est un jeu de chez Nintendo qui en est pas sa première itération, hein, mais qui est un jeu dans lequel on construit son petit chez-soi et dans la dernière en date, qui a fait, je pense, le bonheur économique de Nintendo, parce qu'on pouvait pas rêver entre guillemets, malgré la contrainte, meilleur lancement et meilleure
comme malgré eux pour un jeu pareil qui était en l'occurrence s'évader, donc aller sur son île et créer son chez-soi sur une île. Et c'est vrai qu'on a vu quand même naître assez vite une synergie entre ce genre de jeu-là, comme on pu le faire avant d'autres manières, les Sims, etc., et la plateforme qu'ont été justement les Discord, ou même on en est un peu la preuve là avec notre live Twitch, dans le sens où il y a un partage qui était déjà existant avant, mais qui là est encore plus détourné et partagé. Est-ce que vous avez eu des retours peut-être pas forcément sur Animal Crossing, mais de jeux plutôt symboliques à ce niveau-là, Olivier et Marion Non, pour ma part, pas de la part de mes patients. Ouais. Enfin, j'en ai quelques-uns qui sont allés sur Animal Crossing, d'autres qui sont retournés sur WoW, d'autres qui sont allés sur LoL. Enfin, chaque jeu, enfin chaque jeune va aller sur le jeu qui l'intéresse en fonction des copains avec qui il joue, de ce qu'il va faire. Alors, je remarque en effet, par contre, qu'on m'a moins parlé de Fortnite depuis le début du confinement. Oui. Je sais pas si je suis le seul, mais c'est vrai. Après, je pense que vraiment chacun choisit son jeu à la fois en fonction de ses envies du moment, mais aussi en fonction de ce à quoi jouent ses copains. Ouais. Donc l'avantage aussi du confinement, enfin l'avantage, oui, un des trucs intéressants qu'il y a eu dans le confinement, c'est que certains ont pu se diriger aussi vers de nouvelles expériences ou un retour vers autre chose. Je le remarque même moi en tant que joueur de jeux vidéo, le confinement, ça m'a été utile moi pour retrouver des anciens plaisirs de jeu ou autres et quitter un peu les jeux auxquels je joue en ce moment pour m'en faire d'autres plus chronophages. Là, je me suis remis à Age of Empires 2 par exemple, qui prend beaucoup plus de temps et du coup c'est pas mal. Donc je pense que ça va dépendre vraiment de chacun. Oui, puis il y a eu aussi certains éditeurs de jeux vidéo qui ont proposé à certains moments, pendant 3 ou 4 jours, ou pendant une journée, des jeux gratuits, que ce soit sur tablette, sur les différentes consoles, etc., ou sur ordinateur. Donc, on voit bien aussi que ça peut influencer certaines pratiques. Et Animal Crossing, c'est pas un jeu gratuit, donc par rapport aux possibilités de jeu, comme a pu le dire Olivier par rapport à nos patients, certains n'ont pas forcément joué parce qu'ils n'avaient pas forcément l'accès, alors que certains jeux ont été peut-être rendus possibles pour tous à partir du moment où la personne disposait d'une connexion Internet qui permette de télécharger le jeu. Ou simplement d'avoir l'information aussi, parce que c'est une réalité de pas forcément avoir le relais de l'information, de la gratuité de certains jeux, c'est pas forcément accessible à toutes et à tous. Donc je repensais peut-être, on a passé pas mal de temps sur les jeux vidéo, ça exclura pas de pouvoir y revenir un petit peu plus tard, notamment on a eu une actualité qui a fait reparler d'elle justement par rapport à Animal Crossing. Si on en a le temps, on y reviendra après avec un appel qui a un peu fait le tour entre guillemets, le tour de Twitter, en tout cas de Twitter en France, avec donc une mère qui appelait un petit peu catastrophée de l'usage de son enfant justement d'Animal Crossing. Peut-être un peu bifurqué sur les pratiques numériques autres, je dirais que le jeu vidéo, que Discord. Est-ce que vous avez observé, que ce soit dans vos veilles ou dans vos recherches, réflexions, dans vos suivis, des différences par rapport aux usages de Facebook, de Twitter, de manière globale? Je pense que ce que Marion avait dit tout à l'heure est vraiment le point fort en fait de cette question des pratiques numériques dans le confinement. C'est le fait on se rassemble par le numérique et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué sur les réseaux, des groupes qui se forment, des groupes de soutien qui se créent, des groupes d'entraide, des gens qui font communauté, aussi bien en mode petit groupe, donc avec son environnement proche, donc on va retrouver via Skype, via Zoom, via Discord ou autre, mais également de manière beaucoup plus large où on va se regrouper, donc pour les plus anciens sur des groupes Facebook, pour d'autres via d'autres réseaux, n'importe en fait, et c'est le rassemblement qui permet aussi de pallier cette situation à laquelle on n'était pas préparé, qu'on n'a jamais connue, et donc forcément on a pu
rebondir un peu sur une pratique qu'on connaissait qui permettait de nous rassembler, et donc du coup ça a été assez intéressant, quoi. Du coup les gens se sont pas enfermés sur Netflix et coupés de toute relation finalement. Oui. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, quoi, et c'est assez intéressant. Oui, on parlait aussi effectivement d'organisation même de jeux de société en ligne avec ce va-et-vient entre toujours ce clivage entre l'objet physique et l'objet numérique. On a vu vraiment une recrudescence, chiffre à l'appui, de parties de jeux de société qui étaient permises à distance par définition du fait de cet isolement. Ouais. Est-ce que... Je suis pas certain... Oui, Marion, si, j'ai pas rêvé. Par rapport à justement ce qu'on a pu observer là sur les réseaux sociaux, moi je m'intéresse aussi à la question des défis. Alors les défis, on voit bien qu'il y a des défis de, enfin c'est assez ambivalent le défi parce qu'il peut y avoir des défis assez intéressants Oui. avec des buts et des valeurs, qui sont fortes, et puis il y a des défis qui sont plutôt dangereux, et qui n'ont pas d'objectif particulier, en tout cas particulièrement intéressant. Mais on peut voir que là, avec le confinement, justement, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de défis qui sont apparus et donc qui ont énormément tourné, puisque comme les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés en ce moment, forcément, Oui. ça se diffuse énormément. Cet aspect la viralité du réseau crée ça, hein, mais c'est vrai que quand on est plus connecté que d'habitude, forcément, c'est encore plus important. Et on voit bien que là, sur les défis, on retrouve toujours pareil, hein, certains défis qui sont des défis qui questionnent, c'est-à-dire quel est l'objectif, à quoi ça sert, des défis qui peuvent avoir un caractère érotique ou, en tout cas qui jouent sur différents éléments. Je pense le Pillow Challenge, par exemple, où on doit se mettre une ceinture, un coussin et une ceinture pour faire comme si on avait une robe, etc. Se prendre en photo où on voit un corps qui n'est pas complètement dénudé, mais en tout cas avec juste un coussin dessus. Voilà, donc on voit tous ces jeux qui sont les jeux autour de l'apparence, de la séduction, alors qu'on est dans un moment où justement chacun est chez soi. Donc c'est intéressant quand même de réfléchir aux enjeux de ce type de défi. Mais on peut voir aussi un défi, je trouve, qui est assez intéressant et qui a été partagé davantage, je pense, en famille, qui est le Getty Museum Challenge, c'est-à-dire ce défi qui a été initié par le musée, de reproduire des tableaux de grands maîtres avec ce qu'on a à la maison. Donc, refaire la laitière, la seconde, n'importe quel tableau, en posant soi-même, c'est-à-dire en grandeur nature, et avec les objets qu'on a à côté. Et ça, ce sont des choses où on a pu voir des familles entières se rassembler pour pouvoir créer un tableau avec l'enfant ou avec un des adultes de la famille ou plusieurs personnes, justement. Et donc, j'ai l'impression que là, il y a eu quelque chose vraiment d'une créativité possible en famille, initiée par l'idée de quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit tiens, on va faire ça et puis on va lancer ce buzz avec ce défi. Et là, peut-être que ça a permis à certaines familles de trouver une activité à laquelle ils n'auraient pas pensé, parce que c'est pas forcément, on se dit pas tous les jours si on va reproduire un tableau grandeur nature à la maison. Voilà. J'ai une petite intuition qui me vient en t'écoutant, Marion. Tu parlais de ces fameux défis là qui engagent pas mal le corps et une certaine dimension érotique du corps. Je voulais savoir peut-être un peu ce que vous pensez aussi de ce glissement qui date d'avant le confinement, hein, mais qui, je pense, c'est assez intéressant de voir. Bon, c'est pas nouveau, hein, mais la proximité, pour pas dire la porosité au niveau de l'expression en fonction des réseaux sociaux utilisés. Là, ce que je veux dire, c'est que dans le défi que tu as donné, c'est des trucs qu'on retrouve maintenant, alors pas forcément les défis, mais en tout cas cette dynamique, ces enjeux du corps, beaucoup avec l'émergence de TikTok. Bon, ça fait quand même un petit moment que c'est installé, mais là c'est énormément démocratisé. Après, peut-être une espèce de dominante, même si elle a pas forcément plus, elle est pas tombée non plus en berne non plus d'Instagram et de Snapchat au niveau effectivement plus du portrait, de la représentation, plus du visage que de l'entièreté du corps. Après, je pars sous votre contrôle, hein. Il y a peut-être, vous pouvez peut-être nuancer ce que je dis. Est-ce qu'il n'y a pas des synergies, parce que vous n'avez pas l'impression de voir des synergies entre ces défis et peut-être aussi les réseaux sociaux du net eux-mêmes en ce moment en particulier?
Moi, j'ai l'impression qu'on les voit sur tous les réseaux, enfin, et pas plus sur TikTok que sur d'autres. Par contre, on voit plus de vidéos TikTok qui sont transférées sur d'autres réseaux. Ouais. Ça, j'ai l'impression. Mais la question de tous ces défis, enfin, et des images de corps, enfin, plus ou moins dénudés, Ouais. moi, j'ai l'impression que c'est pas que sur TikTok, même avant le Oui. confinement, et qu'on peut avoir cette impression liée justement à la diffusion médiatique, hein, que c'est TikTok, le vilain petit canard, où il y a tous les problèmes de vidéos de nude ou vidéos pornographiques ou à tendance pornographique. Quand on creuse un peu, enfin, sans creuser trop, mais Oui. on voit bien que sur Snapchat, par exemple, ou sur Instagram, on peut trouver aussi tout un tas de photos qui sont tout autant problématiques. Donc, Sur Twitter aussi. Hein. voilà, pour moi, il n'y a pas un réseau qui serait le réseau super clean et puis un autre qui serait le réseau où il y aurait que les choses problématiques. Ça serait trop simple. Non, bien Moi, sûr. je suis pas fan de TikTok parce que quand même, je trouve que c'est un réseau qui attire beaucoup les très jeunes et ils en sont conscients et ils font pas grand chose pour. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Par contre, parce que chaque réseau, on peut quand même un peu réfléchir des fois par tranche d'âge ou par façon d'interagir. Facebook, ça reste le réseau des plus vieux. Instagram, c'est plus pour les ados et les jeunes adultes. Enfin, j'exagère, hein, je caricature en disant ça, mais c'est vrai que TikTok, ça reste quand même le réseau le plus utilisé par les très jeunes. Et moi, ce qui me dérange en tout cas, c'est que ils en sont conscients et ils font pas grand chose pour améliorer ça. Et du coup, c'est aussi peut-être pour ça que ça fait beaucoup de bruit parce que les parents connaissent tous TikTok de nom parce que leurs enfants leur en parlent et eux sont pas dessus. Et donc du coup, ça crée des fantasmes aussi et tout là-dessus. Alors que Twitter, par exemple, vous pouvez trouver des photos pornographiques dessus. C'est pas dur du tout. Hein. C'est pas comme Facebook qui supprime une vidéo à partir du premier téton, quoi. Donc, faut faire attention aussi à ce genre de choses, quoi. Vincent, tu voulais peut-être réagir par rapport à tout ça C'est vrai que moi, par rapport à TikTok, hein, qui est effectivement le réseau des très jeunes, je pense que ce réseau social se construit autour d'une ambiguïté qui est que c'est des enfants, des jeunes ados qui jouent ensemble, mais qui jouent ensemble sous le regard des autres. Et que du coup, voilà, je veux dire, on met souvent derrière TikTok cette idée d'hypersexualisation. Mais une jeune fille qui joue à faire un clip de Britney Spears ou etc. Ouais. Elle fait que reproduire son idole et mettre en scène son identification. Elle n'a pas l'impression, ou en tout cas elle n'a pas la possibilité de savoir les effets que ça peut générer sur d'autres qui vont l'avoir. Moi, c'est pour ça qu'avec les ados, même si c'est très rare, parce que la tranche d'âge avec laquelle je travaille depuis des masses, je leur précise toujours de bien de n'être en contact avec leurs amis et voilà, de dire que si on joue entre amis, on est entre amis, ça sert à rien de montrer ça au-delà du cercle des personnes qui jouent avec vous. Et ça fait 1 heure qu'on est en live et c'est la première fois que je vais le faire alors que d'habitude je le fais tout le temps, mais il faut quand même citer une petite lecture importante là-dessus, c'est Confusion des langues entre l'adulte et l'enfant, qui est quand même un texte de Ferenczi très intéressant pour travailler justement sur cette question de la vision et du langage de la sexualité chez les jeunes, justement, qui nous en tout cas on perçoit ça comme quelque chose de sexualisé alors que ça n'est pas forcément de leur part, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment à ça en fait que je pensais quand je vous donnais l'exemple, je pensais à la dimension notamment de mimétisme qu'il y a dans TikTok et Vincent c'est parfait, t'as vraiment cerné peut-être bien mieux que moi avec cet exemple de voilà comme ça de mimétisme des idoles et surtout de jeu qui est où on est quand même dans un certain laisser-faire qui est connu et qui on va dire qui est admis. Est-ce que alors on nous dit justement dans le chat pour TikTok c'est peut-être aussi un moyen de gagner en estime de soi par la production de contenu. Oui, après c'est vrai que je pense que à ce compte-là, est-ce que comme tu le disais Marion, on n'est pas aussi dans des dynamiques relativement similaires dans l'estime de soi? Je pense que comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit dans un TikTok ou un Instagram oui, la question de qu'est-ce qu'on met en scène, comment on se met en scène, par rapport à qui, qu'est-ce qu'on imagine des autres, qu'est-ce qu'on en attend, enfin, toutes ces questions-là qui sont vraiment intriquées dans la production d'une image ou d'une vidéo.
peut-être plus question le fait que, comme tu disais aussi, TikTok est plus en vue en ce moment et que les autres tombent légèrement plus en désuétude. Alors, on va peut-être passer, Marion et vous trois d'ailleurs en parliez d'une certaine manière aux dimensions, on va dire, de risque. On a parlé plutôt des initiatives relativement globalement, pas toujours, mais plutôt positives. Et là, on arrivait quand même sur des thématiques. Hein. C'est notamment Vincent qui nous avait aiguillé sur une tentative de par son travail de veille de Stop Ficha qui a eu lieu, enfin manqué, hein, nous rappelait Vincent. Je vais le laisser recontextualiser. Il y a quelques temps, mais il y a évidemment hein, tous les enjeux de cyberharcèlement qui sont soit, je dirais, peut-être exacerbés ou à l'inverse sous-estimés de par le propre du confinement, du fait que vous pensez bien, les gens sont chez eux, donc il n'y a pas de risque. On va peut-être prendre les choses dans l'ordre, on va peut-être partir de cette suggestion que nous avait faite Vincent sur... alors je vous rassure, de nouveau, hein, c'est documenté, vous aurez les liens sur ce qui va être évoqué, hein, cette tentative de Stop Ficha qui a été manquée pour un petit peu recontextualiser et partir de ça aussi sur la question notamment après du cyberharcèlement. En fait, tout est parti d'un tweet qui disait qu'il y avait une recrudescence de ficha. Donc en fait, c'est de l'affichage, c'est du revenge porn. Généralement, c'est des photos nude qui sortent du cadre intime dont ils étaient à l'origine, pour des raisons de vengeance ou aussi de se faire mousser par ses potes. Regardez la bombe que j'ai levée. Et qui se sont agglutinés sur des comptes qui affichaient systématiquement des jeunes filles. Du coup, généralement, c'est sur les filles qui sont affichées. Alors, le fait est que c'est des pratiques qui sont absolument pas nouvelles. Je pense que chaque quartier, chaque éducateur a eu à gérer à un moment ou à un autre ce genre d'affichage. Mais là, tout d'un coup, avec ce tweet, et alors, c'est ce que l'histoire raconte hein, dans les médias, qu'avec le confinement et les adolescents s'ennuyant, ce serait devenu leur principal hobby pour occuper leur journée. L'affaire qui est montée, qui aurait voulu être montée plus ou moins en épingle, en fait, elle n'est pas sortie du lot. En fait, on n'est pas atteint des niveaux d'alerte comme ont pu être le Momo Challenge ou le Blue End Challenge. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a questionné parce que la dimension érotique et sexuelle qu'il pouvait y avoir dedans, c'était pour moi censé être la mèche, elle est allumée une grosse panique morale. Mais en fait, elle n'est pas venue parce que par exemple, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, sur le Mou Ficha, il a généré 637 mentions au maximum aux alentours du 27 avril, ce qui est finalement assez peu Ouais, mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, Vincent, parce que je l'ai lu ton article et j'ai trouvé super intéressant, mais la différence, je pense qu'il y a avec le Momo Challenge, je parle surtout de ce challenge-là parce que moi ça fait un bruit de fou, enfin, parce qu'en plus de faire de la clinique, j'interviens pas mal dans les écoles aussi pour faire de la prévention et tout ça. Et en fait, je pense que le Momo Challenge, ce qui a explosé, c'est que les jeunes parlaient énormément de ça. Il y a eu des vidéos YouTube qui en parlaient tout le temps et ça se partageait en masse. Et du coup, en fait, c'est même plus que les journalistes, c'est dans les écoles et dans les familles que ça se parlait beaucoup. Alors que la question du ficha, vu que ça concernait quand même plus des petits groupes en fait sur Twitter, il n'y a pas eu ce buzz là qui a explosé parce qu'il n'y avait pas aussi le buzz des enfants qui en parlaient à leurs parents. Et le fait que les journalistes en parlent beaucoup du Momo Challenge, c'est aussi peut-être parce qu'il y avait pas mal de journalistes qui avaient des enfants qui leur en parlaient en fait. Et que le tabou peut-être du sujet faisait tampon à une explosion. Parce que le Momo Challenge, c'est pour rappeler rapidement, le Momo Challenge c'était un défi un peu morbide. Tu veux peut-être le resituer très brièvement, Olivier? Je pense que Vincent le fera mieux que moi, parce que je crois que c'est d'ailleurs un article de Vincent que j'avais lu là-dessus. Voilà. En gros,
une sculpture très, enfin, j'allais dire très moche. Non, c'est pas moche, c'est spécial. Faut aimer l'art contemporain, quoi. Mais c'est une sculpture qui fait peur, d'une femme avec des grands yeux et des pattes de poule. Et on a raconté plein d'histoires dessus, sur le fait que c'était des défis lancés ou tout ça, mais c'était juste une énorme fake news. C'était un hoax énorme, mais qui a fait très peur en fait à ce moment-là, parce que il y a eu plein d'histoires qui se racontaient là-dessus, et il y a eu une explosion de vidéos sur YouTube qui racontaient que si on appelait un numéro, on était contacté et tout ça. En plus, c'est parti loin, parce que le truc est parti, je crois, en Argentine, si ma mémoire est bonne. C'est et ça. Au début de cette creepypasta, parce que c'est une creepypasta en fait, le Momo Challenge, il y a eu une histoire de suicide de jeune fille, je crois, et donc en fait on a lié le suicide au Momo Challenge, parce qu'on n'a pas fait de recherche en fait sur le truc, et donc forcément ça crée un fantasme pas possible. Et je me demande si, du coup, et c'est une question, hein, c'est pas une affirmation, mais si la différence entre la question du ficha et du Momo Challenge, c'est pas justement le fait que ça a moins explosé sur YouTube, et donc chez les jeunes, et donc ça a moins été relayé aussi en fait. Possiblement. C'est vrai que ça touche pas la même chose. Là, moi, le Momo Challenge, moi j'avais vu, c'était pour moi c'était Candyman. Hein. Il faut pas se mettre devant son miroir et dire 3 fois Candyman, sinon il va apparaître. On était effectivement dans quelque chose, c'était de l'ordre de plus de l'imaginaire et des mœurs peut-être plus ancestrales et plus profondément ancrées, alors que effectivement, avec les comptes ficha, on est sur quelque chose qui peut facilement arriver à tous, vu que apparemment l'échange de nudes fait partie de la sexualité de beaucoup de jeunes. En tout cas, c'est partie de l'initiation de leur sexualité. Même si on n'a pas des masses de chiffres encore, il serait intéressant à voir. Je sais pas si, Marion, toi, tu as peut-être plus de chiffres là-dessus. Non, j'ai pas de chiffres précis, mais en tout cas, sur le terrain, moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, ayant travaillé pas mal sur la question des défis et justement Momo Challenge, Blue Whale Challenge, en essayant de comprendre comment ces défis-là, ils n'existent que parce qu'on les diffuse. C'est-à-dire que si on arrête de parler de Momo, si on arrête de parler du Blue Whale Challenge, ça n'existe plus. Et donc, on voit bien que c'est un peu comme des légendes, les légendes urbaines, hein, là peut-être des légendes numériques, c'est-à-dire que c'est comme la Dame Blanche. On se fait peur en racontant la Dame Blanche, on se fait peur en racontant Momo Challenge, en se donnant un défi où il faut se suicider avec le Blue Whale Challenge, etc. Mais quand on va creuser et chercher justement tout ce qui fait partie, tout ce qui cadre ces challenges, c'est-à-dire quelque chose d'énigmatique, ça vient d'un pays étranger, la Russie pour le Blue Whale Challenge, l'Argentine pour Momo Challenge, il y a des règles particulières, il y a eu des morts, il y a eu des choses comme ça, il y a des mentors, il faut contacter telle personne. Et en fait, quand on cherche à le faire, c'est-à-dire on dit il faut appeler ce numéro, si ça réarrive, et ça réarrivera des défis comme ça, faites-le, appelez les numéros. Contactez sur Twitter les comptes où on va vous dire ce qu'il faut faire. Si vous arrivez à avoir quelqu'un au bout du fil, moi je vous dis bravo. Moi j'ai perdu beaucoup de temps à essayer d'avoir un mentor sur le Blue Whale Challenge, mais sans succès. Et je trouve que ça c'est intéressant parce qu'on voit bien en fait comment ce sont les discours qui viennent créer et qui viennent justement renforcer ces défis. Et là par rapport au ficha, moi, sur le terrain, j'ai pas entendu par les personnes avec qui je travaille, des éducateurs, etc., la PJJ, pas entendu plus de recrudescence, sauf dans certains quartiers, effectivement, mais qui étaient déjà repérés avant avec ces problématiques-là, des quartiers spécifiques, avec beaucoup d'enfants en difficulté, qui sont dehors, dans la rue, etc., voilà, qui sont des enfants qui sont, des ados qui sont déjà repérés avant, et pas quelque chose qui serait né là du fait de l'ennui. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi une représentation des adultes de se dire quand les ados s'ennuient, ils pensent qu'à la sexualité. Donc il y a aussi là, il faut se poser la question de quel est l'objectif ou l'intérêt des adultes à vouloir imaginer ça des adolescents et qu'est-ce que ça vient révéler par rapport à ça. C'est-à-dire pourquoi parler de ça alors que finalement les personnes qui sont vraiment au contact des jeunes aujourd'hui disent oui, là il y en a, mais on sait il y en avait déjà et on encadre et il y a pas plus de recrudescence.
Souvent, je le dis aussi moi, par rapport au revenge porn, parce que je bosse pas mal dessus en libéral avec certaines jeunes filles, hein, c'est quand même beaucoup des filles. Et en fait, moi, souvent, ce que je dis quand même aux gens avec qui je bosse, c'est que moi, le premier cas de revenge porn que j'ai eu, j'étais en 6e. Et en fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Et j'avais reçu par MMS à l'époque la vidéo d'une fille de mon collège qui faisait des trucs sexuels et tout ça, et en fait qui était envoyée par message à tous les garçons. Je la connaissais ni d'Ave ni d'Adam, cette fille. Et d'ailleurs, je l'ai jamais rencontrée parce qu'elle a changé d'école après, fin de collège. Mais ça existait déjà avant, quoi. Ces choses-là. Et il y a un magazine dans les années 80 qui permettait aux hommes qui avaient été largués d'envoyer une photo de leur ex, une photo dénudée avec nom et prénom. Donc certes, aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui sont inquiétantes sur la question du revenge porn parce que ça va se diffuser très largement. Mais déjà à cette époque-là, je l'avais pas demandé la vidéo et je l'avais reçue quand même. Mais et aussi il y a aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est le cas des montages vidéo et photos. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le cas d'une jeune fille qui avait rien fait et qui s'est retrouvée avec des vidéos d'elle quand même qui tournaient, qui avaient été en fait très très bien montées. Mais donc certes, je dis pas qu'il faut pas enfin, on va pas nier le fait qu'il y a un problème, mais faut pas penser que c'est né des réseaux sociaux et que c'est quelque chose qui date d'aujourd'hui. Le fait d'offrir son corps, une image de son corps à l'autre, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est une marque de confiance, c'est une prise de risque de la part aussi de la jeune fille. Mais quand vous lisez les lettres que George Sand écrivait à Alfred de Musset, si George Sand elle avait eu un appareil photo, je suis sûr qu'elle en aurait fait aussi des petites photos. Le problème du revenge porn, il vient pas du tout du fait de faire la photo pour l'envoyer à quelqu'un, il vient du problème de celui qui la diffuse ensuite aux autres. Oui, Oui, on sait que ces photos-là, elles viennent justement parce que l'adolescent a confiance dans le lien et qu'il cherche à vérifier la confiance dans ce lien. Et que souvent, quand les photos sont envoyées au départ, c'est Jocelyn Lachance, un sociologue à Pau, qui travaille beaucoup sur ça, sur la question du numérique et des adolescents, qui montre bien que les adolescents ou les adolescentes qui font ces photos dénudées le font parce qu'ils sont et elles sont en confiance dans le lien et ne s'imaginent pas, comme n'importe quelle personne dans n'importe quel couple, s'imagine pas que son conjoint ou sa compagne va le trahir ou va le tromper à un moment donné. Donc effectivement, c'est important de réfléchir à ces images. C'est pas la même chose quand elles sont diffusées au départ par la personne à tout le monde sur un réseau ou quand elles sont diffusées dans l'intimité et qu'ensuite on est dans une situation de revenge porn. Tout à fait. Alors, on nous demandait sur le chat, je la donne brièvement, la référence que je plus sois d'Olivier sur la confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Plutôt que de vous imposer l'œuvre complète, ça a été publié dans la petite bibliothèque Payot, pour ceux que ça intéresse. Mais de toute façon, il y aura toutes les références si vous avez besoin. Donc c'est Confusion de langue entre les adultes et l'enfant de Sandor Ferenczi. Peut-être qu'on va amorcer, parce que mine de rien, je suis le premier surpris que le temps passe très vite. On va peut-être amorcer justement vous pensez global par rapport à cette amorce du déconfinement, de l'annonce que ça peut avoir. Est-ce que on a parlé tout à l'heure justement dans le cas de situation au travail, du fait que ça pouvait venir aussi masquer ou au contraire révéler une très forte angoisse, c'est-à-dire des personnes qui avaient peut-être des problématiques avant, mettons de harcèlement par exemple, et qui se sont retrouvées entre guillemets peut-être un peu plus à l'abri pendant le temps de confinement. Enfin, ce qui permet d'amener à la question même plus largement, comment est-ce qu'on travaille et on accompagne au-delà des questions purement sanitaires et de risque de pandémie, l'après quoi, enfin le déconfinement progressif. Est-ce que qu'on ait eu ou pas des problèmes antérieurs, comment est-ce qu'on pense l'après, effectivement la sortie de nouveau et la vie progressivement de nouveau en société. Même si pour les moins jeunes, elle va un petit peu moins se poser du part de la fin de l'année, malgré les injonctions aussi politiques là-dessus, on est un peu dans le flou encore. Oui, c'est ça, le problème, c'est qu'on est tellement dans le flou. Ouais. Enfin, moi, je prends mon cas personnel. Nous, par exemple, l'hôpital dans lequel je bosse, on va encore maximiser le distanciel. On rouvre avec du présentiel, mais pour très peu d'enfants. Ceux qui sont les cas les plus urgents. Je rouvre le cabinet pour ceux avec qui le distanciel, ça passe pas du tout. Mais je propose quand même à mes patients de continuer en distanciel s'ils le souhaitent.
le déconfinement, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est pas la fin de l'épidémie, donc on va voir ce que ça va changer. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Après, je vais faire la petite phrase qu'on a beaucoup entendue en temps de confinement, mais moi j'habite dans un quartier de Paris où ça fait déjà 3 semaines, quand je sors faire mes courses, je croise plein de gens dans la rue. Je suis pas sûr que ça va changer grand chose à ce niveau-là. Donc j'attends de voir, parce que là, tous les profs que je connaisse me le disent, ça va pas, toutes les écoles réouvrent pas le 11, hein, donc en fait on parle de déconfinement, mais je pense qu'on est dans un entre-deux plutôt là pour l'instant, et qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va si on va retrouver ce qu'on connaissait avant, en fait, si ça va être quelque chose de totalement nouveau. Moi je préfère attendre et observer, en fait, bien sûr. plutôt que de faire des prévisions, en fait, à ce niveau-là. Ouais, moi, je suis d'accord, hein, avec Olivier. Dans ma pratique, donc là, moi, j'ai mis en place, hein, des consultations à distance, avec des bricolages, hein, justement, pour pouvoir utiliser soit les jeux de société en ligne, comme on l'a évoqué tout à l'heure, soit des thérapies avec le jeu vidéo en ligne, avec une visio en même temps, pour pouvoir essayer de bricoler des choses. Pour fonctionner avec des jeunes avec qui on travaillait déjà en médiation avant, et pour que si c'était compliqué d'être juste en face à face en visio, en parlant comme ça avec des enfants ou des adolescents. Pour la plupart, ça va continuer pour le moment comme ça, parce que, en tout cas, dans mes patients, et pourtant sans être dans une zone hyper contaminée, les enfants ne vont pas, pour beaucoup, repartir à l'école dans 2 jours. Donc, parce que c'est pas obligatoire et que les familles ne le souhaitent pas. Pas forcément parce que les écoles sont pas ouvertes. Donc, il y a vraiment cette question-là qui se pose. Et moi, quand je dis, on peut continuer à distance, pour le moment, les familles disent, oui, ok, parce que finalement, ça fonctionne bien. Et pour le moment, on préfère rester comme ça. Donc, je pense qu'il y a une inquiétude aussi de ce déconfinement et de ce qui va se passer, qui fait que certaines personnes, quand il n'y a pas de nécessité, du fait du travail des parents, par exemple, de se déconfiner obligatoirement et d'envoyer les enfants à l'école, etc., qui a encore, quand il y a une possibilité de faire les choses à distance, ce désir-là de continuer à distance. Mais en fait, le seul truc que j'attends, et ça je le dis pas mal depuis le début du confinement, c'est est-ce qu'il va y avoir des discours autant anti-écran qu'avant? Parce que les anti-écrans vont rester anti-écran. Par contre, je suis pas sûr que leur discours soit tant relayé que ça, vu que ceux qui avant relayaient leur discours se sont rendus compte un peu de à quel point les écrans ont pu être utiles. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse, moi. Mais j'ai pas du tout j'attends de voir ce que ça va donner, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, il y a certains dispositifs. On a vu un peu avec la sortie d'Esmurger sur les jeux vidéo, sur Animal Crossing, qui serait la porte ouverte à des jeux plus durs. La petite métaphore de la petite salade. J'ai l'impression qu'il était énormément raillé sur les réseaux sociaux. Démurger va continuer à être Démurger, il va pas changer d'avis, il va pas se mettre à conseiller les écrans, mais par contre c'est pas dit qu'il soit écouté comme avant, quoi. J'ai eu l'impression qu'il était à 2 doigts de transformer en même, quand même. Ouais. Je pense que ça va venir. Pour la petite info, moi j'ai reçu des mails de gens que je ne connaissais pas, qui me disaient « Oh, vous avez entendu ce qu'a dit Démurger et tout ». Enfin moi j'étais surpris, c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Donc je pense que oui, les gens commencent un peu à se rendre compte, quoi. Marion, tu allais dire ? Oui, j'allais dire, j'ai l'impression aussi, avant par exemple par rapport aux pratiques à distance, et notamment avec l'utilisation du numérique, c'est quelque chose qui était finalement très peu utilisé dans le soin et dans le social. Et Vincent pourra peut-être donner son avis par rapport à ça aussi. Il y avait par exemple, il y a toujours les promeneurs du net, éducateurs donc sur la toile, pour pouvoir faire comme des éducateurs de rue, mais sur certains réseaux sociaux. C'est quelque chose, une expérimentation qui existe avec les CAF depuis quelques années, mais qui se diffuse pas mal en France, mais qui restait un dispositif vraiment très spécifique, promeneur du net. Et j'ai l'impression qu'avec la nécessité de trouver des solutions pour pouvoir continuer à prendre en charge les enfants en institution, tant bien que, autant qu'on pouvait là, il y a des dispositifs qui se sont bricolés, je dis, parce que ça s'est pensé dans l'urgence, et que peut-être l'objectif maintenant, c'est de pouvoir penser davantage ces dispositifs pour permettre à ces travailleurs sociaux, à ces soignants, de pouvoir
continuer, alors soit là, pour certains, encore à distance, soit avoir des outils un petit peu plus construits et adaptés pour, en cas de prochain confinement. Ouais. Donc il me semble qu'il y a davantage d'équipes qui sont sur le coup aujourd'hui que les promeneurs du net. Moi, sur le quartier sur lequel je travaille, du coup, on travaille avec une association de prévention spécialisée qui, eux, alors assez rapidement, ils ont mis en place leur propre défi, leur propre challenge pour maintenir le lien. Ouais. D'ailleurs, il y avait un défi qui était très drôle, qui était illustrer une expression de langue française. C'était mettre les pieds dans le plat, tomber dans les pommes, voilà des choses comme ça. Et là, assez rapidement, ils se sont mis à réaccueillir les publics, mais c'était fratrie par fratrie, en essayant de cibler au maximum les familles qui étaient en train de craquer. Donc, ouais, il y a une volonté finalement de retourner à la façon de travailler d'avant. Mm. Je pense que les outils numériques ont été un peu une hétérotopie dans cette façon de travailler. Et sachant que, voilà, en même temps, ils s'étaient mis un peu au numérique avant, où ils faisaient leur travail de présence sociale sur les réseaux sociaux, mais c'était une volonté institutionnelle limiter les échanges par messagerie au factuel. C'était rendez-vous, on a un projet, rendez-vous local à telle heure. Et ils n'ont jamais eu l'envie de travailler la relation éducative à distance. Maintenant, voir est-ce que le confinement va les emmener vers là ou pas, je ne suis pas en mesure. Ouais. C'est vrai que c'est une autre piste. Et ben, si il n'y a pas forcément de, enfin, il n'y a pas vraiment de mot de la fin, hein, comme vous l'avez dit tous les trois, parce que on va voir, et c'est un peu aussi l'enjeu de ces discussions sur ce week-end. Je pense qu'on s'en tiendra là. Je vais vous dire un grand merci à tous les trois, donc Marion Hazard, Olivier Duris et Vincent Bernard. On vous retrouve s'il y a besoin de toute façon sur les réseaux pas bien difficiles. Vous pouvez aller voir donc sur soit les réseaux de Death Podcast, soit mon réseau personnel Twitter et autres. Ça a été posté un peu à droite à gauche. Vous aurez, rassurez-vous, sera relayé par les intéressés. Vous aurez de toute façon les liens dès qu'ils seront disponibles pour ceux qui n'ont pas pu assister donc à la vidéo en replay, et pour toutes les interventions, et surtout toutes les infos, que ce soit les textes, les vidéos, les liens mis à disposition par Vincent, Marion et Olivier. Je vous remercie, et puis bah, écoutez, je vous dis, j'espère à bientôt, et portez-vous bien. Merci pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.